Alors le capitaine a voulu le faire boire encore et du champagne, mais il voulait plus. Et Angèle pleurait avec lui sur le divan, et tout ça était bien pénible. Alors on était tous, malgré la fatigue et la boisson, tout à fait gênés. Une espèce de grande pudeur est intervenue. On n'avait plus l'esprit des sensations. Écoute, qu'a proposé Cantalou, faudrait mieux que tu rentres, Angèle. À la maison avec Ursule. Elle est pas bien. J'y tenais pas beaucoup à ce qu'elle reste chez Ursule. Fallait que la fête continue. Je vais donc pour l'embrasser et la consoler à mon tour. Alors elle sort des billets de son corsage et elle veut m'en mettre plein la main devant tout le monde. C'était le jour des générosités. J'en avais assez, je me rebiffe. Elle insiste, on applaudit. Je vais réfléchir dans la salle de bain. Il y avait la petite Picoque à genoux qui mangeait la motte à Angèle, bien assise sur les cabinets. Et puis après, elle a fait pipi dans la bouche à la chanteuse qui était bien goulue. Aumône jouissait dans la serviette éponge à se taper des durs rassis. Elle avait la tête chavirée, Angèle. Ils étaient à quatre dessus, à la caresser, à la triturer. Aumône y arrachait les poils. Elle poussait un cri, et puis se donnait. On aurait dit tellement qu'ils étaient acharnés qu'ils voulaient lui faire sortir l'âme. C'est une masse, les jouisseurs dessus. Ça se détend, ça se contracte, comme un vrai cœur. Je jouis aussi, moi, forcément, mais ça me fatigue chaque fois beaucoup trop. Elle m'embrasse, Angèle, alors avec de la tendresse, comme j'en connaissais pas, comme si j'étais son enfant perdu. Elle me fait peur encore. Je me retire. Vraiment, je l'aime pas beaucoup. Je suis hanté, moi, par le rappel au casse-pipe, par la tôle, par l'envie de soigner les gens, et puis par les jambes de l'américaine qui donne l'esprit à tout ça, dans moi, mon plaisir. Pour Angèle, j'ai que de l'intérêt. Je lui dirai pas, elle promène une hantise, je le sais bien, comme moi. Le capitaine Lawrence Gift se rhabille. Il n'en finit pas. Il se met en habit, on l'aide, on s'empresse. Angèle refait du scandale. Elle veut pas qu'on sorte. Elle veut qu'auparavant tout le monde lui passe dessus. Elle se met à hurler par la fenêtre tout au devant de la nuit, un long cri qui finit plus. Elle arrête pas. Les gens n'en veulent plus, c'est l'énorme fatigue. Il y a de l'excès de vie dans Angèle. La petite Picoque est retroussée sur les genoux de sa gougnotte. Elle dort tellement elle a reluit. Angèle veut lui faire minette encore. Son père l'en empêche. Il a perdu au jeu dans la soirée Picoque 3 années d'engagement d'avance. Sa femme en est si éberluée qu'on est forcé de la mettre debout. Elle bougerait plus. Le capitaine lui prend le bras. Ils titubent ensemble vers la porte. Le brouillard s'est tout à fait dissipé. On va pouvoir sortir. C'est le moment du clair de lune. Il est 3 heures. C'est le capitaine qui commande. Il ordonne un cab, et puis 2, et puis 6 en bas devant le perron, pour tout le monde. Angèle arrête pas de gémir à petits cris, comme un petit chien qu'on empêcherait de s'amuser encore. Sa robe est en loques. Le vieux Yorick, on le culbute d'un étage entier. Il craque, choque et breloque, vieille castagnette, mais ne casse pas. Nous voici casés, Angèle, Lawrence et moi, dans le premier coupé. Tous les autres suivent et s'entassent. C'est le cri d'Angèle qu'on suit d'une rue à l'autre. Heureusement, les trottoirs sont déserts. Elle veut que le monde entier la baise, Angèle. Ça se peut pas. Borochrome chante à présent, avec Rodriguez, une douce ballade à 2 voix dans la seconde voiture. La flûte à Yorick, je l'entends aussi, par intervalles. C'est une belle procession. Lawrence soudain veut conduire lui-même. Ça le prend. Il fait descendre le cocher avec nous. Il prend les guides. Dans son manoir, le capitaine possédait de sa famille la plus belle collection d'Angleterre en fait calèche. Tout cela fut vendu depuis 6 mois au musée. Où nous mène-t-il ? La caravane prend le milieu de la chaussée. Je reconnais les larges rues. C'est le quartier Blackfriars, je reconnais à cause du cadran lumineux qui se détache de la taverne des 3 évêchés. Et puis on retourne par une impasse, on revient sur nos pas,
On ralentit à cause de la montée Ludgate qui mène à Saint-Paul, dont la colline demeure tout écrasée. Lawrence veut chanter aussi de là-haut sa petite chanson. Il ouvre même le couvercle du toit pour nous régaler. On comprend rien à cause des chaos. Il nous fait tourner autour de Saint-Paul. Il chante à la lune, dont c'est le moment au zénith. On redescend Cannon Street vers la riveraine Victoria, qui a pas de parapet. Je voudrais bien qu'il nous mène pas du côté des docks, quand même. Boro non plus. Je l'entends derrière qui vocifère qu'on vire à gauche. Mais Lawrence dévie pas. Si des marins de chez Crockett nous reconnaissaient, sûrement qu'on se ferait étendre. Mais c'est le clair de la lune qui dirige la procession. Lawrence suit le miroitement sur la chaussée. Bien lentement. Rien de presse. Après le dock Sainte-Catherine, on longe un bassin, puis l'autre, bondé de cargos, jusqu'aux portes. Je me souviens d'un gros ventru sur l'est qui était penché sur son hangar comme Borochrome sur moi-même. Nous ne sommes plus que 4 cabs en file. Les autres ont perdu la route. On se fait traiter de beaux fumiers par les dockers qui dorment à cause d'Angèle qui arrête pas de gueuler. Je m'oppose absolument à ce qu'on entre chez la Crockett. Assez. On fait cap, alors, vers le tunnel Rothris qui passe sous la rivière. C'est un petit coup de sommeil à prendre, tellement c'est long et pesant. On est sorti, quand même. Après les bassins d'Albion, il fait froid, c'est le jour qui va se lever sur l'eau. C'est le parc qui est pas loin non plus. C'est même un petit coup de printemps. Ça pince pire que l'hiver, c'est amer comme un citron, les aubes printanières. Je sais. Angèle gueule toujours, même une bonne tarte, ça la fait pas taire. Nullement. Le cocher contre elle, il ronfle. Il s'en fout de tout ça. Il a confiance. Voilà Greenwich, le village. Il va être 5 heures. Voilà le premier tramway, tout cramoisi là-bas, qui se prépare. On passe. Au trot. Encore une rue et 2 boutiques, et ça sera celle de l'usurier brocanteur. Il sera bien étonné de le revoir, son bon ami, Stéphane. Voici bien 3 mois qu'il s'est trissé à l'aventure et qu'il a cessé de lui jouer son piano quotidien. Borochrome lui-même, il est ahuri. On regarde, c'est devant lui. Tout est fermé, les volets de la boutique, les chambres de devant. Il y a encore les 3 boules de l'enseigne. « Boro, descends !» qu'on lui dit. « Va voir, t'es chez toi !» Personne lui répond. C'est étonnant quand même. Lui qui était toujours si facile à s'alarmer, Orbitane. On cogne, on recogne. C'est une voisine alors qui surgit, qu'on a réveillée. « Il est parti, voyons !» Qu'elle fait. « Pour la Russie avant-hier et qu'il a dit c'est pour toujours. Voilà ce qu'on a compris. Tout était vendu ou déménagé. »« Le piano aussi !» qu'il a interrogé Boro. « Sûrement, même qu'il l'avait vendu déjà depuis quelques jours. » Il avait plus de maison, décidément. Il a remonté avec nous. C'est fini, Old Black Joe. Le capitaine n'est pas descendu, pas intervenu. On a repris la direction de Londres. Il n'y avait plus que 2 voitures ensemble. Les autres avaient disparu en cours de route, au tournant. Devant le parc Sidmark, on a hésité. Le printemps viendrait bientôt. On avait l'air de l'attendre devant les grilles. C'étaient des milliers de petits bourgeons tout jaunes qui retenaient le brouillard sur les buissons. Le cheval était si fatigué qu'il se couchait sur le brancard. Il a refusé de passer la grille. On n'a pas insisté, on est descendu. Je veux dire ceux qui restaient. Yorick, moi, Cantalou, Angèle, Boro, le capitaine. Le cocher a pas voulu se déranger. Angèle a perdu son rut enfin pour marcher sur la pelouse. Elle ôte ses petits souliers. Le brouillard revient. Yorick veut plus nous conduire, on sait plus très bien où est la sortie de ce parc. Le mieux encore, ce serait de s'asseoir. Mais c'est si humide dans l'herbe qu'on hésite, et puis on tombe quand même tous en rond, finalement. Bientôt ça sera le grand jour. Boro est bien triste, à présent. Tu le regrettes, dis, que je fais, ton horrible.
Il me répond qu'il a tout perdu. Angèle veut que je le console aussi, que je l'aime plus fort que tout, qu'elle dit. C'est pas le moment, on grelotte. Dans le manteau de Stéphane, on trouve quand même un beau litre de rhum dans la doublure. T'en auras, qu'on dit à Yorick. Si tu nous découvres la sortie, et puis le tramway, on l'a quand même assez ri. Le capitaine se refait sa cravate. Yorick rôde autour de nous d'un buisson à l'autre. On entend sa flûte au son qui s'éloigne, qui se rapproche. C'est Boro qui veut que je chante, la Katinka la putain. Angèle me défend. Voilà Yorick qui revient vers nous avec un gros paquet de linge dans les bras, et puis un autre petit paquet foncé. Ça pleure aussi, tout pleure et gémit. On dépiote la chose, c'est un minuscule bébé dedans, dans les 3 mois, quoi. Ça gémit. Le petit chat aussi à cause du froid. Ils étaient ensemble à cause du froid. C'est tout ça qu'il a trouvé, Yorick, au buisson. On le félicite. Y a plus qu'à se barrer. L'enfant, ça ferait des complications. On dirait que c'est nous. Le jour arrive cru quand même, à présent. On a des gueules d'assassins. On place le môme dans les bras d'Angèle. Moi, je prends le petit chat. Voici le gardien qui vient se rendre compte. On va vers le tram B150. On monte bien sage, tous dedans. Il nous regarde de loin qu'on démarre.